Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Huguette Loubert. Je suis la directrice du Centre de documentation de la Société d'histoire du Plateau. C'est un grand plaisir de vous présenter une nouvelle saison de conférences, cette année sur le thème de l'environnement naturel qui fait aussi partie de notre histoire. Merci à la bibliothèque et à la Maison de la Culture pour nous accueillir. Les conférences des dernières années se retrouvent sur notre site Internet et nous continuerons avec celles de cette saison, pour le plaisir de les revoir ou de les partager aussi. La Société a été fondée en 2006 et a été très active avec un centre de documentation et d'archives, des conférences, des visites guidées, des expositions virtuelles, l'édition de livres et un bulletin qui paraît tous les trimestres. Pour célébrer notre 15e anniversaire, nous avons fait relier les bulletins des 5 dernières années. Ce recueil vient tout juste de sortir des presses et nous vous l'offrons aujourd'hui en avant-première. Il est sur la table là-bas, vous pourrez aller voir Robert qui va s'occuper de vous. Il ne sera lancé, en fait, c'est une avant-première parce qu'il ne sera lancé que dans 15 jours. Devenir membre de la Société est un geste de soutien pour son existence. N'hésitez pas à vous abonner si vous considérez que l'histoire est importante. Il n'en coûte que 20 $ et nous avons des formulaires sur la table également. Passons maintenant à la conférence d'aujourd'hui. Les ruisseaux disparus de Montréal font encore rêver les citoyens. Nous avons déjà présenté une conférence sur le sujet il y a quelques années avec le regretté Jean Descaries. Les demandes pour en reparler étaient nombreuses. Comme le thème de la saison était la connaissance de notre environnement naturel, il est normal de l'intégrer dans la programmation. Et nous avions avec nous Justin Bure, qui est justement bien documenté sur ces ruisseaux, qui a accepté avec enthousiasme de venir vous en parler. Justin Bure est chercheur en histoire urbaine, administrateur de la Société d'histoire du Plateau et Mémoire du Myland, autrement dit, un passionné de notre histoire locale. Accueillons-le chaleureusement. Merci Huguette et bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire rêver. J'espère que je ne vais pas semer trop de confusion. Aussi, bon, je vais certainement parler de cours d'eau disparus du plateau, mais avant d'arriver sur le plateau, j'aimerais parler un peu plus généralement des cours d'eau sur l'île de Montréal en général. Bon, je passe rapidement sur 2 diapos qui montrent seulement des sources d'informations intéressantes si vous voulez approfondir la chose. Donc, c'est plus pour les avoir dans l'enregistrement qu'autre chose. C'est quand même une question qui a été étudiée de bien de différentes façons sur une très longue période. Aussi une question qui a créé beaucoup de confusion à travers le temps et c'est peut-être pour ça que j'espère ne pas trop vous enduire en erreur, mais plutôt créer plus de confusion. La dernière fois qu'il y a eu un grand programme de recherche pour essayer de comprendre le drainage naturel de l'île de Montréal, c'était il y a seulement quelques années à l'Université de Montréal. Ce que je montre ici, c'est l'affiche qui présentait le programme de recherche qui a été dirigé par Valérie Mao, une étudiante au doctorat qui venait de France. J'hésite parce que c'était France ou Belgique, en tout cas d'Europe francophone, qui a travaillé. De l'île Maurice. Bon, je pense qu'elle venait par l'intermédiaire de la France, c'est ça. Bon, elle a travaillé donc sous la direction de Michel Dagenet, professeur d'histoire sur ce grand projet. Et puis, dans les présentations publiques, il y avait un élément qui était particulièrement impressionnant, c'est que l'équipe de recherche avait fait construire une maquette de l'île de Montréal. Et normalement, quand on fait des maquettes, on exagère le facteur vertical parce que sinon, à moins d'avoir des montagnes très sérieuses,
Le relief n'a pas l'air de grand-chose en maquette, donc il faut l'exagérer. Mais pour les fins de la compréhension du relief, qui est vraiment pas très subtil sur l'île de Montréal, à part le Mont-Royal, sa maquette avait un facteur d'exagération de 60 dans le sens vertical. Donc, on avait ce montagne énorme au centre de l'île de Montréal avec toutes sortes de vallées, de terrains très, très accidentés sur le reste de l'île. Mais en fait, ce n'est pas comme ça l'île de Montréal dans la vraie vie comme on le connaît. Il y a quelques dénivellations importantes, mais à part ça, c'est pas mal assez uniforme. C'est ça, en fait, la base du problème de la compréhension du drainage naturel de l'île de Montréal, parce que ce n'est pas très impressionnant. Il y a très peu de rivières ou de ruisseaux de grande importance. Et le deuxième problème, c'est le problème du fait qu'on a décidé de prendre cette île pour en faire une ville. Et qui dit urbanisation, dit chambardement du milieu naturel et en premier lieu, chambardement des ruisseaux. Parce que qu'est-ce qui arrive? On a des petits ruisseaux en milieu urbain. Fatalement, ça commence à devenir un genre de déversoir pour tout ce qu'on veut faire oublier. Et c'est certainement le cas au 18e, au 19e siècle, partout dans le monde, enfin, même après, mais dans ces siècles récents, les ruisseaux deviennent des égouts à ciel ouvert. Et donc, au 19e siècle, le siècle de l'urbanisation très rapide, on se met, d'abord, on se met à créer un système d'aqueduc pour que, en situation d'urbanisation rapide, pour qu'on puisse avoir accès à l'eau beaucoup plus facilement. On n'a plus besoin de le porter ou le faire porter par des porteurs d'eau depuis les puits ou le fleuve. Là, on va enfin avoir de l'eau par des tuyaux dans les parties de la ville où les gens habitent. Et donc, tout le système d'aqueduc, de pompage pour faire venir l'eau du niveau du Saint-Laurent, enfin l'eau qu'on puise dans le Saint-Laurent pour le faire venir jusqu'en haut, dans des réservoirs situés sur la montagne, pour ensuite que la distribution puisse se faire par la force de la gravité. Tout ça commence à se mettre en place début 19e, mais se met en place de façon sérieuse au milieu du 19e siècle, donc dans les années 1840-50. Et une fois qu'on a la distribution d'eau et l'eau facile à utiliser près de chez soi, mais là, il y a le problème de ce qu'on fait avec l'eau qui écoule, les eaux usées. Donc, nécessairement, on va devoir faire des égouts assez rapidement après. Et finalement, dans le reste du 19e siècle, ce sont l'aqueduc et l'égout qui ont pris tout l'espace urbanisé au fur et à mesure que l'urbanisation avançait. Parfois, il y avait des tentatives de lotir et de vendre, de créer des quartiers dans des secteurs qui n'avaient pas encore l'égout et l'aqueduc, mais vous pouvez imaginer, ce n'était vraiment pas des quartiers très populaires. On essaie de les vendre à prix de rabais en espérant que ça allait quand même faire venir des gens, mais le peuplement restait généralement très faible avant l'arrivée de l'aqueduc et des égouts. Donc, avec cette transformation, les égouts, remplacent les cours d'eau existantes et ensuite créent un nouveau système de drainage qui fait en sorte que dans toutes les parties urbanisées de l'île, les cours d'eau naturels auront tendance à disparaître à travers les égouts. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à lire et à déterminer comment l'eau s'écoulait auparavant. Bon, le projet de recherche de Valérie Méos, ce qu'ils ont fait, donc, c'était de faire une énorme compilation, à part la maquette, pour essayer de comprendre où l'eau aurait tendance à vouloir couler. Le gros du travail était de faire une grande compilation cartographique. Donc, de prendre tout ce qui avait été inscrit sur des cartes et des plans de différentes sortes à travers, depuis les cartes les plus anciennes et précises disponibles jusqu'au 20e siècle. Et
finalement, le résultat a été présenté. Donc, c'est notre conférence publique, mais finalement, le résultat a été présenté. Ça donnait un résultat un petit peu comme ça. Je viens de sauter par-dessus une autre image que je devrais récupérer maintenant. Voilà. Donc, avant le projet de Valérie Mao, quand même, il y avait d'autres tentatives de comprendre le ruissellement sur l'île de Montréal. Et donc, on a ce plan assez impressionnant qui a été dressé par quelqu'un qui a eu une influence intéressante sur Montréal du milieu du 20e siècle. C'est Aristide Beaugrand-Champagne. Il est connu comme architecte, par exemple, c'est l'architecte du chalet sur le Mont-Royal, le grand chalet du Belvédère Condiaronc. C'est aussi l'architecte de l'église Saint-Michel-Archange, Saint Michael the Archangel, sur la rue Saint-Viateur au coin de Saint-Urbain dans le Myland, la grande église irlandaise qui a l'air de sortir de l'est de la Méditerranée. Donc, Beaugrand-Champagne était surtout un architecte, mais aussi c'était quelqu'un qui a écrit sur l'histoire. C'est quelqu'un qui était au cœur du débat sur l'interprétation des récits de voyage de Jacques Cartier. Est-ce que Jacques Cartier est arrivé sur l'île de Montréal du côté du port de Montréal actuel et du Saint-Laurent, ou est-ce qu'il s'était trompé au bout de l'île et que finalement il est arrivé par la rivière des Prairies? Donc, ce genre de questions passionnait Beaugrand-Champagne. Et dans sa tentative de comprendre les récits de Cartier, il a fallu qu'il comprenne la topographie de l'île de Montréal, surtout telle qu'elle existait au 16e, au 17e siècle. Et donc, il a fait tout son travail sur les cours d'eau. Mais si on regarde la carte des cours d'eau telle que dessinée par Beaugrand-Champagne, on voit que c'est une drôle de chose parce qu'il a mis toutes ces zones blanches qui ressemblent à des lacs ou des zones où mystérieusement l'eau émerge pour ensuite se déverser par toute une série de ruisseaux. Et bon, c'est pas comme ça que le drainage naturel fonctionne. D'ailleurs, puisqu'on n'a pas de légende très, très claire, peut-être que Beaugrand-Champagne voulait dire tout simplement qu'il y avait des zones humides avec plusieurs sources d'eau autour de ces endroits-là, on ne sait pas. Mais bref, sa tentative d'expliquer le réseau donc était un peu contre la réalité. En fait, ce qui arrive donc naturellement avec l'eau, c'est que à partir de son lieu d'émergence, à partir d'une source, donc l'eau va évidemment couler vers le bas et l'eau a tendance, en coulant vers le bas et à trouver son chemin, on a tendance à voir pas mal de confluences, c'est-à-dire de différents ruisseaux qui vont couler l'un dans l'autre, mais c'est très, très rare d'avoir des divergences, des endroits où un ruisseau bifurque et passe dans deux directions différentes. Et ça, c'est un problème donc, sur la carte de Beaugrand-Champagne où on a des choses qui s'en vont dans les différentes directions. On va voir dans un instant aussi que c'était un problème pour l'interprétation d'un des systèmes d'eau assez importantes dans le sud-ouest de Montréal avant que j'arrive sur le plateau. Et aussi, c'est un problème autour d'un des ruisseaux qui alimente le plateau. Donc, gardez ça en tête, mais je reviendrai un coup de fois par la suite. Et d'ailleurs, les emplacements où on voit vraiment des divergences où une rivière se déverse en deux bassins versants distincts sont suffisamment rares, en fait, qu'on en fait des listes, puis on les énumère comme des cas spéciaux. Et maintenant que j'ai dit tout ça, quelqu'un va peut-être me dire, mais comment est-ce qu'on explique donc la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles, qui sont justement des bifurcations de la rivière des Outaouais avant son arrivée dans le Saint-Laurent. Et là, je réponds que quand on est dans une situation de la fin d'une rivière, comme la rivière des Outaouais, qui a beaucoup d'eau et qui arrive sur le Saint-Laurent dans un terrain où il n'y a pas beaucoup de relief, alors ce flot d'eau
qui arrive dans dans le fleuve finit par déverser et créer plus d'un canal pour se jeter dans le Saint-Laurent. Mais on est quand même dans une situation assez particulière, puis c'est une situation, justement, c'est l'un des cas de figure pour des canaux divergents. OK. Donc, pour revenir sur la version revue et corrigée, voilà donc ce que l'équipe de Valérie Mao a créé comme carte. Et cette présentation faite comme ça, avec la coloration et avec même la façon que la légende a été inscrite dans le coin, c'est un clin d'œil à Beaugrand-Champagne. C'est pour dire, bon, voici la même carte, mais refaite selon les principes un peu plus scientifiques. Alors, dans tout ça, si vous vous situez donc le Mont-Royal, qui est le point sombre en plein milieu de la carte, et vous voyez, donc, il y a toute une série de ruisseaux qui prennent source sur le Mont-Royal ou sur ses flancs et qui se déversent vers la rivière des Prairies et vers le Saint-Laurent. Les ruisseaux qui se déversent vers la rivière des Prairies, il y en a une là-dedans qui est très importante parce que c'était un peu l'origine du quartier Côte-des-Neiges. Du côté sud-ouest, on a ce système de rivières qui ensuite passe à travers une zone blanchâtre, une zone blanche floue là. Ça, c'est la rivière Saint-Pierre. Et la zone blanche, justement, c'était un petit lac, un lac de grande surface, mais de presque pas de profondeur. C'est devenu aujourd'hui l'autoroute 20. L'ancienne cour de triage Turcotte, l'échangeur Turcotte, toutes ces choses-là, c'était une zone, en fait, c'était un cours d'eau qui n'avait presque pas d'eau. Et puis, l'embouchure de cette rivière est juste dans l'est de Verdun. Je n'ai pas de mais je peux quand même. Donc, ça, c'est la rivière Saint-Pierre. Donc, voici la zone blanche floue. Et voilà que la rivière finit par se jeter dans le Saint-Laurent en face de l'île des Sœurs. Ça c'est Verdun, puis ça, c'est Pointe-Saint-Charles, entre Verdun et Pointe-Saint-Charles. Et puis, l'autre système qui descend de la montagne, c'est le système qui passe à travers le plateau. Et donc, on a des ruisseaux ici, dont je vais parler un peu plus tard. On a cette zone-là qui correspond au parc La Fontaine, qu'on va voir plus tard. Et puis, finalement, l'eau du plateau dévale la pente à différents endroits et finit en bas, mais n'arrive pas à se jeter directement dans le Saint-Laurent, doit plutôt faire un parcours maintenant dans la direction opposée au fleuve. Donc ça, c'est l'eau qui coule parallèle au fleuve Saint-Laurent, dans la direction opposée, toujours en descendant, et tout le long du Vieux-Montréal, parce que cette zone-là, en fait, entre la petite rivière et le fleuve, c'est là où le Vieux-Montréal existe. Je vais vous montrer ça dans un instant sur une carte un peu plus détaillée, mais vous voyez dans l'ensemble. L'endroit ici où ce ruisseau change de bord et retourne vers la sortie, c'est très proche de l'ancienne square Chavoyer, qui n'est pas très bien connue, mais si vous pensez au planétarium d'Ao, devenu maintenant un pavillon de l'École de technologie supérieure, on parle de à peu près la rue Peel entre Notre-Dame et Saint-Antoine. C'est là mon placement. Et puis ensuite, le ruisseau qui finit par se jeter dans le fleuve, il passe passe dans la place du Ville, donc la place du Ville du Vieux-Montréal. Et c'était ça, la rivière qui a été importante pour les fondateurs de Montréal. Dans la description de l'île de Montréal faite par Samuel de Champlain, donc on est presque un siècle après Cartier, Champlain avait l'avantage d'être un chroniqueur précis, un géographe et un cartographe expérimenté. Et Cartier donc, a bien décrit les choses. D'ailleurs, pas Cartier.
Champlain a bien décrit les choses. C'est Champlain qui a choisi l'emplacement même où Montréal allait être fondé une trentaine d'années plus tard. Donc, Champlain, en 1611, décrit cette petite rivière qui se jette dans le Saint-Laurent et il dit que sur cette pointe de terre, il y a un emplacement qu'il a défriché un petit peu et il trouve que ce serait l'emplacement idéal pour planter quelque chose. Bon, 30 ans plus tard, quand Maisonneuve et Jeanne-Mance arrivent en 1642 avec leur petite bande de Montréalistes, ils vont justement à l'emplacement choisi par Champlain. Et après quelques années, le petit village en naissance, en grandissant, va traverser la petite rivière pour s'installer donc le long de la petite rivière et du fleuve, le long de l'actuelle rue Saint-Paul, avant de prendre plus d'espace. Et quand Montréal sera fortifié, on va mettre le mur de fortification seulement du côté ce qu'on peut dire, le côté nord montréalais de la petite rivière et la pointe à Calière qui en fait correspond à l'emplacement de fondation ne sera jamais entouré par les murs de la ville. Bon. Parlons donc maintenant des deux grands problèmes en fait du fleuve autour de Montréal. Il y a bien des problèmes avec, évidemment, on ne peut pas vivre sans l'eau, on ne peut pas faire du transport dans une très longue période de l'histoire sans avoir des bateaux et des cours d'eau navigables, mais l'eau crée aussi son lot de problèmes. Et à Montréal, les deux grands problèmes, ce sont les rapides de la Chine et le comportement difficile du fleuve, surtout pendant le gel et le dégel à l'automne et au printemps. Donc, commençons par le problème de la Chine. On dit que Montréal devait être créé, devait être fondé là où on l'a fondé parce que c'est le point le plus loin où on peut naviguer sur le Saint-Laurent en arrivant de l'océan. Et on ne peut pas aller plus haut parce que les rapides de la Chine bloquent le fleuve. Et si jamais on voulait essayer de passer par la rivière des Prairies, mais on se trouverait bloqué par autant de, enfin pas des rapides aussi sévères, mais plusieurs ensembles de rapides qui font en sorte que le passage là-bas est pas mal bouché aussi. Donc, ce n'est pas surprenant donc qu'assez tôt, les gens de Montréal essaient de contourner ce problème. Quand on regarde cette carte, même, c'est une carte du régime français qui date de tout début du 18e siècle. Et voici donc les rapides, c'est marqué Sault-Saint-Louis. Voici la petite ville, c'est marqué Ville-Marie. Et voici ça c'est le lac que j'ai mentionné qui est aujourd'hui remplacé par la cour, par l'échangeur du Code et de vin. Et puis ici, on a quand même un cours d'eau qui est destiné partant du lac Saint-Louis à la Chine et entrant dans cette chose-là. C'est même marqué canal. C'est même marqué canal. Le problème, c'est que le canal de la Chine pour contourner les rapides, c'est une idée qui a été lancée très, très tôt. On a essayé d'envisager la chose dans les années 1670 même, et on l'a mise en œuvre dans les années 1690. Il n'y a pas beaucoup de distance physique linéaire entre le fleuve à la Chine et cette rivière Saint-Pierre à un endroit où finalement le cours de la rivière Saint-Pierre est assez direct vers le fleuve sans passer par les rapides de la Chine. Donc, c'est vraiment très, très tentant. On prend une plus courte distance et on arrive à dépasser les rapides. Le problème, c'est que cette courte distance, c'est fait de roches très, très dures et avec les moyens à leur disposition, les gens de Montréal de cette époque-là, dans les années 1690, notamment les Sulpiciens, les seigneurs de Montréal qui devaient payer de tels travaux, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Il y avait soit pas assez de main-d'œuvre, soit des problèmes
de guerre avec les Premières Nations, soit c'était juste trop cher parce que couper à travers la roche avec les moyens qu'il avait, ça prenait beaucoup de travail. Donc, ça a été abandonné. Il n'y a jamais eu de canal pendant le régime français. Mais en même temps, toute cette réflexion sur une façon de contourner le gros problème des rapides a été aussi une occasion de penser à un autre problème que les gens de Montréal avaient avec l'eau, qui était qu'ils en avaient besoin pour faire tourner des moulins à eau. Il y avait aussi des moulins à vent, mais on essayait d'utiliser toutes les sources d'énergie possibles. Et il y avait justement des moulins à eau à côté de Montréal qui étaient alimentés par justement ce petit ruisseau poussif qui descend du plateau et qui ne donnait pas assez d'eau pour avoir un rendement suffisant avec les moulins. Cette carte-ci, donc, ça c'est un dessin de Chausselot, de Bailly, qui a été fait dans les années, je pense que c'est 1714, et dans ça, il fait, il mentionne les travaux qu'on a essayé de faire ici pour creuser un canal de la Chine, mais justement, toutes ces lignes qu'on voit là, entre le fleuve à la Chine et la rivière Saint-Pierre, ça n'a jamais été complété. Ensuite, la rivière naturelle qui se jette dans le Saint-Laurent ici. Puis là, maintenant, on voit les travaux prévus pour, finalement, si on ne peut pas utiliser cette rivière pour naviguer à travers les rapides, on va plutôt piquer son eau pour l'amener dans un petit canal. Et cette fois-ci, le canal passe à travers un terrain mou et donc facile à creuser pour ensuite l'amener vers la ville et faire tourner le moulin à eau qui se trouve juste là à côté de la ville. Bon, ce canal-là, ça a été réussi. Maintenant, j'aurai une série de cartes qui ressemblent à ça, donc ça vaut la peine tout de suite de faire une explication. Dans ces cartes, le trait rouge en pointillé, ce sont des indications des bassins versants. Donc, ça veut dire finalement que ce sont des endroits qui sont un peu plus hauts que le terrain de chaque côté. Et si les gouttes d'eau qui tombent de ce côté de la ligne rouge vont finir par se ramasser dans le ruisseau qui est là, tandis que l'eau qui arrive de l'autre côté de la ligne rouge va plutôt aller se trouver directement dans le fleuve. Les bassins versants, donc en même temps, c'est quelque chose c'est un grand fleuve comme le Saint-Laurent, ça permet de comprendre donc tout ce qui est, toutes les terres qui drainent vers le Saint-Laurent. Dans le cas de l'île de Montréal, c'est plutôt des subtilités, mais ça permet de comprendre un peu l'aire d'influence de chaque ruisseau. Les bassins versants, ça aussi, c'est une partie du travail qui a été fait par le groupe de Valérie Mao, et donc je les ai repris dedans. Ensuite, le bleu pâle, c'est évidemment les cours d'eau, et le bleu foncé, ce sont les vieux chemins qui sont utiles, les chemins avant l'urbanisation en général, les chemins ruraux, et ça, c'est utile juste pour comprendre un peu l'accès au territoire. Alors, pour notre cas de la rivière Saint-Pierre, donc, qui arrive, oui, puis puisque ça a été fait avec un système cartographique et quand même des données, avec des données partiellement anciennes que j'ai fait moi-même et partiellement d'aujourd'hui que j'ai importées, on a quand même le canal de la Chine d'aujourd'hui qui passe à travers, puis on a le port de Montréal dans sa population actuelle. Bon, donc, ce que les Sulpiciens ont compté avec leur rivière Saint-Pierre qui se jetait dans le fleuve, ici, parce que ça c'était le bord, ça c'est le bord du fleuve aussi original. La rive a été repoussée par la suite, mais à partir d'ici, donc, ils ont construit un canal ils ont bloqué le cours de l'eau vers le fleuve pour prendre l'eau dans leur petit canal
qui passe à travers donc, le quartier de Pointe-Saint-Charles actuellement, et ensuite qui se jette dans un ruisseau naturel qui finit par se rendre à l'eau. Et ce genre de manipulation, je montre cet exemple parce que c'est l'une des manipulations les plus discutées et qui a eu quand même un impact important sur les choses, mais c'est le genre de manipulation qu'on fait un peu partout. Même si ce n'est pas un grand canal qui vole l'eau d'un ruisseau pour le mettre dans un autre, on a beaucoup de canaux de drainage qui sont faits pour des raisons agricoles, puis on a aussi des canaux d'irrigation qui sont faits juste pour amener l'eau à côté des champs ou pour les animaux. Quand les Sulpiciens ont réussi à faire ce canal-là, bon, ils étaient moins contents pour ce qui est de ces résultats pour le moulin à eau, parce que même avec un peu plus d'eau, ce n'était pas un apport énorme. Il y avait quand même le problème de la sécheresse d'été quand il n'y avait pas assez d'eau. Et évidemment, le problème de l'hiver, mais là, on ne peut jamais rien faire parce que l'eau, l'hiver, ça gèle à Montréal et donc ça ne marche pas. Mais bon, disons qu'il n'y avait pas assez d'eau l'été pour moudre en continu. Et donc, c'était, après ça, ils ont fini finalement par abandonner le moulin et mettre des moulins ailleurs. Par contre, ce qui a vraiment marché tout le long, c'était que ce canal rendait les terres agricoles le long de son parcours plus productifs. Et c'était important parce que ces terres agricoles-là étaient la propriété des Sulpiciens eux-mêmes. C'est le domaine Saint-Gabriel des Sulpiciens. Et donc, ils étaient très contents d'avoir l'eau nécessaire pour leurs animaux et leur culture. Ça vaut la peine peut-être de mentionner que puisque c'est près du canal de la Chine tel que construit pendant le régime britannique, donc à partir des années 1820, alors c'est là où on va vouloir commencer l'industrialisation de la région de Montréal, de l'île de Montréal, et que dans les années 1840, les terres des Sulpiciens seront convoitées pour l'industrie et ils seront même obligés par une loi de céder les terres à des usines. Donc, l'eau et les cours d'eau ont beaucoup d'impact sur l'utilisation que les gens ont fait. OK. Bon, ça, c'est toutes ces choses-là. Maintenant, avec l'eau de la rivière Saint-Pierre qui est déviée en grande partie pour se jeter dans le fleuve, pour se jeter dans la petite rivière qui arrive près de la ville, ça fait qu'il y a une confusion permanente. Et là, ce canal a été construit autour de 1700. Donc, depuis plus de 300 ans, on a la rivière Saint-Pierre qui est détournée pour arriver dans la petite rivière près du Vieux-Montréal. Et donc, des tendances à parler de la petite rivière Saint-Pierre, qui est en fait la combinaison de deux systèmes séparés à travers une de mes lignes rouges qui indique une séparation de bassin versant. Les noms, en général, pour les cours d'eau, quand c'est des petits cours d'eau comme ça, c'est assez non standardisé et assez difficile à se retrouver parfois. OK. L'autre grand problème pour l'eau à Montréal, c'était ce que j'ai mentionné tantôt, c'était le problème des crues printanières, mais pas seulement l'eau qui monte au printemps. Le Saint-Laurent devant Montréal est particulièrement difficile parce que on a un très gros volume d'eau. On a ensuite l'île Sainte-Hélène qui rétrécit le canal directement en face du port de Montréal. Et donc, on a les opportunités pour, avec le rétrécissement du canal, avec la glace qui occupe plus de volume que l'eau courant, on a le problème donc de l'expansion, en fait, causée par le gel, et aussi le problème du fait que la glace, surtout en se défaisant le printemps,
occupent l'espace d'une façon assez désordonnée et ça crée justement des amas de glace assez invraisemblables devant le port de Montréal. Cette image-là, donc, montre la glace empilée sur ce qui est aujourd'hui un endroit... enfin, aujourd'hui, ça fait partie du vieux port de Montréal. L'édifice sur la pointe a été remplacé depuis par le musée Pointe-à-Calière. Mais vous voyez qu'on est, on est tellement proche, on est presque sur la rue de la Commune. Et c'était ça le problème auquel Montréal faisait face la plupart des hivers, la glace qui arrive presque devant les bâtiments au bord du fleuve. Et puis, certaines années, quand les choses n'arrivaient pas comme il fallait, la glace restait prise et le canal du fleuve était suffisamment bloqué qu'avec l'eau qui continuait à arriver des Grands Lacs et de la rivière des Outaouais, que le niveau montait et on avait des inondations assez extrêmes, surtout dans les quartiers plus bas, évidemment, mais les quartiers bas incluaient une bonne partie du Vieux-Montréal et aussi une bonne partie de la Pointe-Saint-Charles. Donc, gros problème de gestion d'eau. Ce qu'on a fini par faire, c'était un plan à plusieurs volets. On a ajouté une digue tout autour de la Pointe-Saint-Charles, sur laquelle une voie ferrée passe maintenant. On a ajouté une grande jetée à partir de la Pointe-Saint-Charles dans le fleuve pour, en fait, agir comme un bras qui protège le port de Montréal. Et ce grand bras-là, aujourd'hui, s'appelle la Cité du Havre. À l'origine, c'était la jetée Mackay, mais agrandie pour l'Expo 67, c'est devenu la Cité du Havre. Et donc, cette jetée-là a permis de garder le port de Montréal en eau tranquille et surtout de forcer la glace de passer plus du côté de la rive sud et moins du côté de Montréal et donc avoir moins de chances d'être pris dans des embâcles et créer des inondations. Et puis, on a fait toute une série donc, de travaux aussi le long de ce qui est maintenant le vieux port de Montréal, mais qui était le port en fonction. Et la rive a été reconstruite à plusieurs fois au 19e siècle et au début du 20e siècle pour arriver à la rive très artificielle qu'on a aujourd'hui. Et en plus de tout ça, avec les égouts qui essayaient de se déverser dans le fleuve, il a fallu aussi ajouter des stations de pompage pour aider les égouts à sortir leurs eaux usées à des moments de crue dans le fleuve. Donc, un grand système de gestion d'eau mis en place à la toute fin du 19e siècle, pendant que, justement, l'écoulement naturel est en train de disparaître sous l'urbanisation rapide. Bon, là, ce que j'ai ici maintenant, c'est la carte qui montre le drainage du centre-ville de Montréal. Et ça, c'est prélude à pouvoir finalement arriver dans notre plateau et parler des ruisseaux plus près de chez nous. Donc, encore une fois, voici donc la petite rivière qui se jette dans le fleuve à travers la place Duville. Ça, c'est la partie. Donc, ça, c'est le ruisseau qui arrive du plateau, qui est déjà descendu et qui passe dans le sens est à ouest, même si c'est toujours en train de descendre, bien sûr. Et l'axe de ce ruisseau-là à travers le centre-ville, c'est la rue Saint-Antoine. Un peu, en fait, on peut dire aussi que c'est juste à côté, on a construit le route de la rue en tunnel. Donc, on a un peu utilisé notre ancienne petite vallée pour mettre une grande rue et une grande autoroute pour la côte. Et puis voilà, donc c'est ici qu'on a le soir Chavoyer, qui a le retournement vers la sortie. Cet emplacement-là aussi, c'est aussi le point d'arrivée d'un autre ruisseau qui arrive de Westmount et donc qui descend un autre des plateaux de la montagne en allant vers le fleuve. Et
la ligne rouge, donc, qui montre les bassins versants, quand ça passe à travers le Vieux-Montréal, on est vraiment en train d'indiquer à peu près la ligne de la rue Notre-Dame. Donc, la rue Notre-Dame, lors de son aménagement, a été fait exprès pour être au point le plus haut du Vieux-Montréal. Et puisqu'on commence donc au niveau du fleuve, on monte vers la rue Notre-Dame, et ensuite on redescend assez abruptement vers la rivière en arrière. Donc, c'est ça la rue Notre-Dame, et ce n'est pas du tout une coïncidence que l'église, donc la basilique Notre-Dame, se trouve justement à cette hauteur-là pour être plus haut que tout le reste. Ouais. OK, à part donc notre grand ruisseau qui arrive le ruisseau qui arrive, qui prend à peu près toute l'eau du plateau, et l'autre qui arrive de Westland, on a aussi notre ruisseau qui arrive ici, dans l'axe du chemin Saint-Laurent, du boulevard Saint-Laurent, et qui commence pas très loin en fait. Il y a une branche qui arrive du côté de l'Université McGill, et cette partie-là s'appelle justement Burnside. C'est le ruisseau que James McGill avait à travers sa propriété agricole au début du 19e siècle, avant qu'il le lègue pour la création de l'université. Et puis, de l'autre côté, bon, on est ici juste en bas de la rue Sherbrooke, mais là, on a aussi de l'eau qui arrive du haut de la rue Sherbrooke. Et ça a l'air de pas grand-chose ici, mais ce petit tronçon-là de ruisseau était un autre gros problème d'eau pour le Montréal 19e siècle, début 19e siècle de toute façon. Il y avait, cette partie-là aussi, il y avait pas mal d'inondations et d'eau qui accumulait en bas de la côte de la rue Sherbrooke, donc en bas du Coteau-Baron, plus ou moins dans l'axe de la rue Ontario. Et donc, grande accumulation d'eau, marécage, et puis l'eau finissait par pouvoir se jeter dans cet axe très proche du chemin Saint-Laurent. Vous pouvez imaginer qu'avec toute cette eau si centrale dans ce qui était à l'époque un quartier en plein développement, donc ça a été un autre stimulus important pour la création d'un système d'égout performant. Bon, et là, finalement, on arrive sur le plateau. Donc, ah oui, là, c'est plus joli, ce plan-là, avec le relief, sauf que malheureusement, encore une fois, la question des données qui viennent d'ailleurs, et là, les données sur le relief sont tellement approximatives, en fait, qu'à cette échelle-ci, ça commence à induire en erreur. Donc, quand même, ça vous donne une idée de la montagne. Oui, la montagne est vraiment là. Mais je vais quand même utiliser plutôt... ah oui, ça c'est... Oh, pardon. Je vais quand même utiliser le fond de carte qui était que j'ai utilisé jusqu'ici. Et pardon, ce que je voulais montrer quand même, la ligne rouge pâle donc, qui traverse à gauche ici, ça c'est la limite d'arrondissement. Donc, et ça c'est l'autre limite le long de la rue. Donc, ça c'est le territoire de l'arrondissement du plateau Montréal actuel. Et donc, ici, on a le parc du Mont-Royal et le parc Jeanne-Mance. Ici, on a le quartier de Park. Et là, on a la rue Sherbrooke. Et en vert très pâle, vous voyez donc le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine et le petit carré en haut, c'est le parc Laurier. Donc, mais finissons avec la limite du plateau, puis ensuite passons à notre fond de carte. Ce fond de carte que j'ai déjà utilisé pour montrer d'autres parties de la ville, c'est une carte que j'aime beaucoup et que je suis toujours en train de réutiliser. C'est une carte topographique qui a été produite par l'armée britannique à partir de 1869. Donc, ils ont fait les relevés sur le terrain en 1869, puis la carte a été publiée dans les années suivantes. C'était un peu l'ancêtre de notre série topographique nationale, sauf que là, ils ont vraiment fait seulement
les parties du Canada qui étaient importants à des fins de défense. Donc, il y a eu Montréal, il y a eu Québec, Kingston et quelques autres endroits, mais pas beaucoup plus. Mais on a de la chance donc que Montréal est là-dedans parce que ça nous donne une source cartographique très détaillée du milieu du 19e siècle avant que la plupart de l'urbanisation s'est faite. Et donc, c'est justement l'une des sources importantes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on avait comme cours d'eau avant l'urbanisation. Et pourtant, il y a quand même déjà, en 1869, il y a déjà beaucoup d'évidences de choses qui ont été trafiquées par l'humain. Il y a des endroits où on voit des cours d'eau très, très droits, donc on sait que c'est nécessairement un canal. Il y a des endroits où les cours d'eau disparaissent, peut-être que ça, enfin, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, disons que c'est beaucoup plus proche de l'original que ce qu'on a aujourd'hui, c'est sûr. Alors, dans notre système de drainage du plateau, commençons par la ligne, donc la ligne rouge à gauche. Ça, c'est donc une ligne qui passe à travers les parties les plus hautes du Mont-Royal et ensuite qui descendent avec le flanc de la montagne. C'est la ligne de séparation des eaux entre la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent. De ce côté-ci, on a un ruisseau assez important, souvent appelé ruisseau d'Outremont. C'est le ruisseau qui prend naissance pas loin quelque part dans le cimetière Mont-Royal, donc le cimetière protestant. L'image qu'on a choisie pour illustrer cette conférence donc, a été prise justement dans le cimetière. Ce n'est pas le point d'origine, mais c'est le point où le ruisseau est visible et quand même assez spécial parce que presque tout le parcours du ruisseau est souterrain aujourd'hui. Et à partir donc le chemin qu'on voit là, ça c'est le chemin qui mène au cimetière. Donc, à partir d'ici, on a la partie visible, ensuite ça disparaît, ça réapparaît. Là où il y a la courbe très abrupte vers la droite, ça c'est un autre endroit très intéressant, c'est le parc Outremont. Donc le parc Outremont, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a une fontaine avec une statue au milieu. La chose en arrière-plan, c'est un grand monument pour les soldats qui ont été tués dans les guerres, en fait. Donc, c'est le monument aux morts du parc d'Outremont. On est du côté nord du parc, c'est la rue Saint-Viateur. D'un côté, c'est la rue Bloomfield. Et donc, quand même, en plein milieu d'Outremont. C'est un parc qui a été aménagé par les clercs de Saint-Viateur, qui étaient propriétaires d'une vaste étendue de terrain dans cette partie et c'est vraiment eux qui ont été les promoteurs qui ont choisi les rues et qui ont vendu les lots dans les dernières années du 19e siècle et au début du 20e siècle, avant qu'une crise de liquidité cause un scandale et fasse en sorte que le Saint-Viateur qui était responsable de la plupart de ces transactions, le frère Charret, il a été envoyé en retraite à Joliette, et puis c'était fini pour les clercs de Saint-Viateur comme promoteur immobilier. Mais bon, eux, ils avaient deux raisons pour créer ce parc. Premièrement, comme n'importe quel autre promoteur immobilier, quand on a un terrain inondable et souvent inondé, alors on ne peut pas le vendre pour la construction de maisons, on est un peu obligé de trouver autre chose. Et donc, l'idéal, c'est de le donner à la municipalité pour utilisation comme parc. Et il y a d'autres parcs à Montréal aussi qui ont ce problème-là comme origine. Mais deuxième raison, c'est que les clercs de Saint-Viateur à Outremont ont quand même voulu
créer une atmosphère très agréable. Et donc, ils ont mis plus de parcs, ce qui était vraiment nécessaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles Outremont est un endroit agréable à vivre, où il y a plus de parcs à Outremont que dans le Myland, parce que nos promoteurs dans le Myland ont moins réservé des espaces. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ce parc avec autant de détails? C'est parce que c'est un endroit où on voit, enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez, le ruisseau continue donc, vers le haut de la carte. Et justement, j'ai dit qu'on était dans le bassin versant qui appartient à la rivière des Prairies. Donc, l'eau de ce ruisseau, à l'origine, devait continuer à couler vers le nord et finir dans les Prairies. Mais justement, à l'emplacement du parc, il y a cette ligne qui passe en ligne presque droite. Ligne droite, c'est toujours suspect. Ça peut être naturel, mais souvent, ce n'est pas le cas. Et cette chose-là, en fait, a été appelée, fin 19e, début 20e, a été appelée le ruisseau de la dalle. Et la dalle, dans le langage de l'époque, ça voulait dire un abreuvoir pour les chevaux, vraiment un canal. Donc, la dalle, c'est le nom aussi, c'est un indice que ce n'est pas nécessairement une rivière d'origine. Et puis, comme on voit, ça traverse la ligne rouge et ça, c'est absolument, ça, c'est clairement, donc, soit la ligne rouge n'est pas au bon endroit, soit le parcours de l'eau à cet emplacement-là a été coupé par main d'homme. Quand on voit après où ça se jette et où passe ce ruisseau, on a d'autres raisons de croire que c'est vraiment fait exprès. Et je crois que la raison pour laquelle on a donc voulu voler l'eau, encore une fois, pour le mettre dans ce ruisseau qui descend à travers le Myland, c'était pour alimenter une tannerie. Juste pour vous situer un peu mieux, donc la ligne bleue ici, c'est l'avenue du Mont-Royal. Ça, c'est le chemin du boulevard Saint-Laurent. Et puis, j'imagine que vous pouvez voir, il y a une ligne horizontale qui longe le ruisseau. Juste en dessous du ruisseau, c'est l'avenue Laurier aujourd'hui. Et donc, ce ruisseau traverse Laurier pas loin de Saint-Denis. Et puis ensuite, traverse le vieux chemin des tanneries, justement. Plus tard, rue des Carrières et aujourd'hui, la rue Berry et la rue Guilford. Traverse le vieux chemin à l'emplacement de la station de métro Laurier, côté sud. Donc là, on est justement là où la ville de Montréal a fermé la rue Guilford pour faire des bancs et des panneaux d'interprétation historique, des choses comme ça. Et c'est l'emplacement dont souvent, d'habitude, quand on parle de tannerie ou à l'origine du plateau, on parle des tanneries des Bel-Air et je vais y arriver dans un instant. Mais cette tannerie-là date de 1714 et l'autre tannerie-là date de 1710. Donc, ce serait probablement ça, la première tannerie de ce côté-ci de la montagne. Il y avait déjà des tanneries de l'autre côté à l'emplacement qui allait être appelé Saint-Henri au début du 19e siècle. Mais là, c'est les premières tanneries de ce côté-ci. Les tanneries, pourquoi les mettre à des emplacements comme ça? Deux raisons principales. D'abord, le tannage des peaux, c'est une technique qui génère des odeurs extrêmement désagréables. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire juste à côté de la ville. C'est quelque chose qu'il faut mettre un petit peu à l'écart. C'est comme une industrie désagréable même en l'absence de règlement de zonage, on va quand même faire des règles pour empêcher que les tanneries se mettent trop proches de la ville. Et la deuxième raison, c'est que le tannage a besoin de beaucoup d'eau. Donc, il faut avoir un ruisseau si on veut faire une tannerie. Ensuite, après donc, la station de métro Laurier, le ruisseau continue à couler et puis arrive à la hauteur de la rue Rachel et traverse le parc La Fontaine. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. Bon, c'est quand même Jean-Louis Plessis d'Ibelair qui est le premier tanneur du plateau.
Et quand Belair arrive en 1710 de France, non, de Québec, mais il est récemment arrivé de France, il est invité à venir à Montréal parce qu'il y avait seulement 2 tanneurs à Saint-Henri, puis on voulait leur donner un peu de concurrence, de faire en sorte que ce soit moins tissé serré le milieu du tannage. L'emplacement de la station de métro Laurier, c'était dans les tanneries des Prés. C'était M. Després qui était propriétaire et Jean-Louis Plessis était tout simplement employé maître tanneur. Donc, 4 ans plus tard, il achète son propre terrain à proximité et se met à travailler à son compte. C'est comme ça donc qu'on a les tanneries des Belair. Là aussi, il choisit l'emplacement où il y a l'autre ruisseau. Et ce ruisseau-là semble avoir sa source juste, bon, vous voyez en bas du chemin de la côte Sainte-Catherine. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'eau dans ce ruisseau, mais peut-être que c'est suffisant. Peut-être qu'il avait d'autres façons d'amener l'eau, ou peut-être même qu'il a piqué de l'eau dans l'autre ruisseau. Il y a des traces intéressantes d'un procès pour détournement d'un ruisseau entre 2 tanneurs du plateau au 18e siècle. Et sans avoir complètement compris les lieux géographiques précis, je ne peux pas être certain, mais c'est peut-être justement pour régler un problème de manque d'eau ici. Et enfin, ce ruisseau donc, traverse le vieux chemin, ce qui aujourd'hui, ça c'est l'axe de la rue Henri-Julien, ça c'est Mont-Royal, et donc il est sa deuxième année là. Je devrais mentionner peut-être que ces 2 tanneries au début du 18e siècle sont tellement tôt dans l'histoire montréalaise que ce chemin n'existe pas encore et le chemin Saint-Laurent n'existe pas encore non plus. Et en fait, donc, du côté de la côte Sainte-Catherine, on a un vieux chemin, mais qui a son propre parcours irrégulier et informel pour se rendre en ville. Et la même chose ici, le chemin avait été ouvert avant les tanneries pour donner accès à la côte Saint-Michel, qui a été ouverte à l'agriculture à la fin du 17e, donc dans les années 1690. Il fallait avoir un chemin d'accès, mais le chemin d'accès, sûrement à partir d'ici, continuait aussi vers la ville sur un parcours pas très bien balisé, pas très bien construit. Et après l'ouverture du chemin Saint-Laurent en 1714, en ligne droite et selon des normes d'ingénierie respectables, on a abandonné les 2 chemins qui étaient parallèles et vraiment pas en très bon état. Donc, c'est comme ça que les tanneries des Belair finissent par être à une intersection. Mais voilà, deuxième tannerie, deuxième ruisseau, et ce ruisseau-là, bon, son parcours est ambigu ici. On a toutes sortes de petits ruisseaux. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui n'est pas naturel. Le groupe de travail de Valérie Mao a suggéré que peut-être que l'eau s'écoulait dans l'autre ruisseau, mais peut-être s'écouler comme ça, on ne sait pas. En faisant le moins de contorsion possible, je vais présumer que ça passe probablement comme ça, mais de toute façon, à la longue des 2 ruisseaux se rejoignent dans ce qui est aujourd'hui l'un des bassins du parc. Bon, ça, c'est un plan de 1858, donc on est encore à l'époque où c'est un terrain d'exercice militaire. L'espace du parc La Fontaine a été assemblé, parce que c'était quand même plusieurs propriétés, a été assemblé au début des années 1840 par les autorités britanniques dans le but de créer un champ d'exercice militaire. Mais le terrain que les propriétaires enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi un lieu qui était tellement accidenté, ou si c'est ça que les propriétaires ont voulu leur refiler parce que c'était les terres les moins propices à l'agriculture. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fini par avoir un espace qui va justement aujourd'hui l'avenue du Parc La Fontaine, de l'autre côté, l'avenue Papineau. Ça allait un peu plus bas que Sherbrooke aujourd'hui et ça allait jusqu'à la rue Hachette aujourd'hui. Et il y avait 2 ravins à travers
vers cet espace. Bon, du côté ouest, on connaît donc la dépression occupée par les deux étangs. Du côté est, il n'y a rien de ça qui reste aujourd'hui parce que à un moment donné, le ruisseau a été complètement comblé et le côté est par la fontaine, c'est plat, plat, plat. Mais ce n'est pas comme ça à l'origine. Alors, et bon, puisqu'on est en train de parler du parc La Fontaine, je vais faire mon rappel habituel que c'est vraiment la moitié est qui appartenait jadis à la famille Logan. Et la partie ouest a été achetée de toute une série de propriétaires, une dizaine de propriétaires différents qui l'avaient morcelé. Mais puisque les Logan étaient de loin les propriétaires dominants dans le secteur, alors on l'a appelé la ferme Logan et ensuite le parc Logan avant de lui donner son nom de parc La Fontaine à toute fin du 19e siècle. Donc, comme ça, on arrive à la fin de mes images. Je vais juste reculer sur le... Oh oui, OK. Et je pense que ça arrive aussi plus ou moins à la fin de ce que je voulais donner comme exposé. Donc, pour résumer rapidement, on a l'eau qui est à la fois nécessaire et un problème. En zone urbaine, on a la tendance à vouloir faire disparaître les cours d'eau, surtout quand ça devient pollué. Et donc, c'est un peu l'origine de notre système d'égout. Mais le grand motivateur du système d'égout, c'est le système d'aqueduc, parce qu'il faut évacuer les eaux usées. Et à force de mettre un nouveau système de drainage sous la terre, soit en remplacement directement des ruisseaux, soit parce qu'on a besoin de la capacité d'un système d'égout fait par des ingénieurs, on finit par perturber complètement le drainage naturel et on peut seulement avoir recours à des vieilles cartes pour essayer de comprendre où étaient les cours d'eau à l'origine. Et puis, sur le plateau, les cours d'eau à l'origine, enfin, pas à l'origine, très, très tôt, parce que début du 18e siècle, c'est quand même pas mal tôt pour le peuplement par des gens d'origine française. Et puis, donc, c'était des tanneries, mais le tannage comme industrie, je ne l'ai pas mentionné, a duré seulement jusqu'à disons, au tournant du 19e siècle. Et par la suite, ce sont les carrières de pierre grise qui ont pris toute la place. L'agriculture n'est pas absente, mais a un rôle relativement, un rôle à bien des endroits sur le plateau assez faible à cause de la condition du sol qui n'était pas très propice à l'agriculture, justement parce qu'il y avait des veines de pierre proches de la surface. Et puis ailleurs, donc, on a vu comment le système de la rivière Saint-Pierre servait à source d'eau, peut-être piquée pour alimenter un moulin, un peu comme l'eau sur la montagne a servi à ajouter de l'eau pour les tanneurs du plateau ou du Malend. Et donc, encore des chambardements dans l'utilisation de l'eau, même avant que l'urbanisation arrive. Voilà. Alors, je vous laisse avec ça et je prendrai des questions s'il y en a. Merci. On pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, l'eau qu'on trouve dans les étangs du Mont-Royal vient du Mont-Royal? Parc La Fontaine, pardon. Bon, généralement, non. Même l'eau dans le bassin du parc Outremont ne vient pas principalement, ou peut-être pas du tout, du ruisseau qui pourtant passe juste à côté. On a tellement changé les choses que quand on veut faire un plan d'eau, on utilise l'aqueduc pour le remplir, puis juste comme on utilise l'égout pour le vider. Et donc, c'est ça, les bassins. Les bassins du parc La Fontaine sont alimentés
d'un côté, puis ensuite, de l'autre côté, disparaissent dans un égout. Oui. Ah, les égouts fluviaux. Bon, ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, on a à peu près plus d'égouts fluviaux aujourd'hui, depuis les années 80. Dans le système d'égouts qui a été construit à partir du milieu du 19e siècle, on avait plusieurs points de déjection dans le fleuve et aucun des points n'était doté d'une usine de traitement des eaux usées. Donc, pas mal de pollution qui s'est déversée dans le fleuve, à tel point, en fait, qu'il y avait un gros problème dans le port de Montréal parce qu'il y avait l'égout qui avait remplacé la petite rivière qui passait à travers la place Duville. Et tant que le port de Montréal était dans le courant du fleuve, alors ce n'était pas grave que l'ancienne petite rivière, maintenant égout, déversait de la pollution dans le port parce que le courant allait l'emporter. Mais une fois qu'on a construit la grande jetée de protection, le jetée Mackay ou Cité du Havre, et que le port est devenu des eaux pas stagnantes, mais presque, alors là, la pollution amenée par l'égout de la petite rivière a été tellement énorme qu'il a fallu faire quelque chose. Et puis, on a ajouté une troisième station de pompage à la place Duville pour pouvoir arrêter de jeter les eaux usées dans le port à cet endroit-là et plutôt les transférer dans un autre égout. Donc, ce qui est arrivé dans les années 80, en fait, c'est qu'on a fait ça pour toute l'île de Montréal. On a construit le système d'égouts collecteurs parallèle aux rives de l'île qui aboutissent à une vraie usine moderne de traitement des eaux usées à Pointe-aux-Trembles et qui déverse maintenant de l'eau pas mal nettoyée dans le fleuve, en plus en aval de Montréal. Et donc, toutes les anciennes sorties sont maintenant sèches. Au musée Pointe-à-Calière, ça a été très intéressant. Ils ont récupéré leur petit bout du tuyau qui a remplacé la petite rivière pour l'utiliser comme tunnel pour passer entre les différents pavillons du musée. Ailleurs, je pense qu'on a juste des tuyaux secs qui arrivent dans le fleuve. Et donc, pour revenir au drainage naturel, mais en fait, il n'y a plus de drainage naturel parce que partout, c'est la ville, tout est minéralisé. L'eau arrive dans les caniveaux, dans les égouts pluviaux, et donc tout finit par être accaparé par un tuyau souterrain à un moment donné. Très, très peu qui arrivent à s'écouler naturellement sur l'eau de Montréal aujourd'hui. Il y a quand même, aux extrémités, surtout, il y a des ruisseaux plus volumineux et moins entravés. Jusqu'à récemment, il y avait même des bouts de la rivière Saint-Pierre qui étaient encore fonctionnels, mais quand même, la plupart de l'écoulement se faisait dans les égouts. Il y a le ruisseau Molson à Longue Pointe qui c'est plutôt c'est une question de restauration de l'ancien cours d'eau, mais il ne reste plus grand-chose. Il y a les parcs de la nature sur l'île de Montréal. Là, c'est des endroits où on peut voir encore des vrais ruisseaux qui se jettent vraiment dans la rivière des Prairies. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qui reste. Je suis convaincue qu'il y a une source. C'est le parc des Compagnons, Mont-Royal. Parce qu'il y a toujours un équipement là-dedans. Et je me suis toujours demandé si ça me fait peine. C'est pas la fontaine, c'est pas tout. Il y a aussi des sources, comme la rivière ici. On peut entendre la rivière. C'est du bas, dans le style. C'est des endroits où il y a des sources, j'en suis. OK. Enfin, on parle d'à peu près ici, quelque part. On est dans le bassin versant du plateau, donc l'eau va nécessairement couler dans ce sens-là. Puis, ça se peut qu'il y ait encore
les ruisseaux naturels souterrains peuvent encore exister, surtout s'il n'y a pas trop de maisons ou d'autres constructions qui les entravent. Mais le gros problème, en fait, ce serait d'essayer de faire la recherche nécessaire pour déterminer où va l'eau. Mais ça se peut qu'il y a déjà, ça se peut que c'est quelque chose de déjà documenté. Je n'ai pas mentionné, mais la ville a quand même des cartes depuis le milieu du 20e siècle qui montrent non seulement le système d'égout, mais aussi ce qui restait à l'époque des ruisseaux. Et donc, il doit y avoir quelque part aux travaux publics de la Ville de Montréal des gens qui ont une connaissance des courants d'eau un petit peu. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai l'impression que le métro de Montréal, par exemple, dans les années 60, a été construit sans trop tenir compte de l'eau naturelle. Et ce qui fait que, je ne sais pas s'ils auraient pu faire autre chose, mais il y a quand même pas mal de problèmes d'infiltration. Et si la station Laurier est tellement inondable et inondée, pas par des grands flots d'eau, mais par des petits bouts qui coulent, c'est peut-être pas étranger au fait qu'il y a justement le ruisseau qui a alimenté la tannerie de 1710 qui passe à peu près sur la station de métro Laurier. Donc, oui, il y a de l'eau un peu partout cachée, puis en général, c'est comme un mélange de mystérieux et non inconnu, et un mélange de ça, mais aussi de choses que la ville connaît à cause de ses relevés. OK, bon, double bouffe. Il y aurait une ligne de partage des eaux entre le versant nord, du côté des Rivières-des-Prairies, et le versant sud, du côté du fleuve. Ça serait situé vers quel boulevard aujourd'hui? OK, question sur le versant, la limite du bassin versant entre Rivière-des-Prairies et le fleuve Saint-Laurent. Sur le plateau, enfin, dans le Myland, ça se situe près de la rue Saint-Viateur. Ça, c'est le genre de question pour lequel il faut que je consulte justement la carte de l'équipe de Valérie Mao. L'aura déterminé, puis c'est juste une question de regarder la carte. Donc, voilà. Donc, dans le Myland, c'est surtout au niveau de la rue Saint-Viateur. Ensuite, dans Rosemont, c'est plus ou moins le long de la rue des Carrières. Et mais c'est variable aussi parce que, bon, disons que ça, c'est un peu la ligne dans le grand plateau. Mais, ah oui, c'est ça, pardon. En plus, je suis en train de regarder une carte sur laquelle j'ai seulement dessiné le grand plateau. Enfin, bref, ça vous donne une idée pour autour d'ici, mais puis ça a quand même été déterminé pour l'ensemble de l'île de Montréal. Il faudrait juste consulter la carte de l'équipe de Valérie Mao. Ensuite, il y avait quelqu'un juste devant. Ah. OK. Question donc sur les bassins du... enfin, je vais traiter les deux moitiés de la question séparément. Les bassins du parc La Fontaine, oui, ont été placés là parce qu'il y avait déjà un creux. Et puis, il y avait une volonté de créer donc un paysage que les gens vont trouver naturel, mais qui n'est pas trop naturel. Un paysage humanisé, si on veut, pour rendre le parc beau. Et donc, les creux étaient un problème parce que c'est difficile de descendre et de remonter comme piéton et tout, et c'était probablement pas très agréable comme paysage après tout ce qu'on en a fait au 19e siècle, mais c'était facile de mettre des étangs et comme ça, on avait l'effet voulu. L'autre moitié de la question portait sur le canal de la Chine. Est-ce que le canal a été placé là à cause de l'ancien lac Saint-Pierre et rivière Saint-Pierre? Et là, c'est un peu moins évident comme réponse. Les
les Sulpiciens, en essayant de faire le premier canal de la Chine à la toute fin du 17e siècle, avaient l'intention, en fait, de faire seulement un petit bout de canal et d'utiliser la rivière, le cours d'eau naturel, pour faire le reste de leur parcours vers le fleuve. Donc, dans ce cas-là, c'est clair que… Et puis, s'ils avaient réussi avec ça, alors assez rapidement, ils se seraient rendus compte qu'il n'y avait pas assez de profondeur dans la rivière Saint-Pierre, surtout pas à travers ce lac qui était tellement peu profond, qu'ils auraient fallu créer un canal à l'intérieur de la rivière même pour avoir un espace de navigation utilisable. Et finalement, on aurait eu, oui, un canal de la Chine en remplacement d'une bonne partie de la rivière Saint-Pierre. Mais ce qu'on a eu plutôt, le canal qui a été construit à partir des années 1820, utilise une partie du parcours que les Sulpiciens avaient prévu, surtout du côté de la Chine. Mais après, le canal de la Chine passe parallèle, plus ou moins parallèle à la rivière Saint-Pierre. Quand même, la croise 2 fois. Les 2 fois, on a mis des tunnels pour que la rivière naturelle puisse passer sous le canal pour ne pas causer des problèmes d'érosion au moment où il y a beaucoup de courant dans la rivière. Et finalement, le trajet a été choisi pour d'autres raisons aussi. En fait, je ne sais pas exactement comment les ingénieurs ont choisi le tracé. Il fallait quand même que ce soit plat ou en descente avec les écluses à certains endroits. Il fallait aussi s'occuper de l'acquisition des terrains et ils ont peut-être choisi l'alignement pour passer dans des terrains plus faciles à acquérir que d'autres. Certainement, l'embouchure dans le port de Montréal passe dans la commune de Montréal, donc ça, c'était facile à reprendre. Une bonne partie qui passe à travers le domaine des Sulpiciens, etc. Et en fait, l'effet de l'ouverture du canal de la Chine a été de perturber beaucoup l'eau qui coulait dans le lac, dans la rivière Saint-Pierre et de faire en sorte que le lac se draine complètement, si ce n'était pas déjà le cas auparavant. Ouais, ça avait déjà été perturbé auparavant, en tout cas. Donc, bref, la réponse est compliquée. Okay. Lower Lachine Road, aujourd'hui, c'est le boulevard La Salle, en fait. Mais les Français ont construit un premier chemin vers la Chine le long de la rive, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas une maison de spécialité, mais… le chemin de la Chine en haut, c'était un deuxième chemin qui a été ajouté parce que le premier chemin était d'abord très long en suivant la rive, mais aussi assez inondable et sujet à ne pas être très passable à certains moments. Donc, le chemin de la Chine par en haut permettait d'atteindre la Chine plus directement et de façon plus fiable, au prix de faire plus de travaux de construction de route, parce que c'était quand même un terrain moins facile que juste suivre la rive du Saint-Laurent. Et puis, les noms Lower Lachine et Upper Lachine Road sont des noms, évidemment, du régime britannique. Et le nom Lower Lachine a disparu assez rapidement, mais Upper Lachine est resté dans notre mémoire même au 20e siècle. Et donc, oui, plein de questions ici. Bon, OK. Passons d'abord ici. Oh, OK. Des années 1945 et il parlait d'un projet de construction de rive. C'était exactement la rive en haut. Et dans l'article, on disait que ça s'est construit dans le ville d'une technologie de c'est intéressant. Donc, une journal communiste des années 30, c'est ça? 40, de 45. Vous parlez d'un ancêtre de notre actuelle ligne de métro Orange, plus ou moins dans le même axe, mais… Ouais. Bon, la compagnie de tramway a proposé à plusieurs reprises des systèmes de transport rapide. Donc, il y a des plans officiels pour des systèmes de métro avant le métro qui a été construit dans les années 60. Et puis,
si on est au milieu du 20e siècle et on parle d'un lit d'un ruisseau souterrain, ça me donne deux réactions contradictoires. Soit on l'a dit parce que c'était romantique et amusant sans vraiment savoir, soit on a vraiment trouvé qu'il y avait justement un cours d'eau et que ça allait faciliter les choses, mais c'est à moins de voir les détails, ce serait difficile à savoir si c'est plausible ou non. Et je ne connais pas, en fait. Il faudrait que je regarde ce journal de combat. OK. Oui, à côté. C'est surtout un commentaire que même si les ruisseaux ont disparu, qu'il y a des restes dans la toponymie et il y avait des exemples donc, du parc du lac à la Loutre et encore du parc du ruisseau du Pont à la Ouane. Ah oui. Et là-dessus, bon, enfin, surtout le parc du lac à la Loutre, en fait, c'est probablement très récent et depuis je ne sais pas combien d'années, depuis une vingtaine d'années, il y a certainement un renouveau d'intérêt pour les ruisseaux perdus. Il y a eu un film documentaire sur les ruisseaux perdus de Montréal. Il y a eu un mouvement international qui essayait de retrouver des ruisseaux dans différentes villes. Il y a eu des projets d'urbanisme très intéressants dans certaines villes où on a éliminé des ouvrages qui ont remplacé des cours d'eau pour retrouver le cours d'eau qui était là auparavant. L'exemple le plus spectaculaire étant voilà, c'est ça, on a un peu rétabli une rivière à l'emplacement d'une ancienne autoroute. Et il y a d'autres exemples ailleurs. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, de toute façon, les rivières ont la cote et quand les gens peuvent retrouver des traces, ils ont tendance à vouloir les mettre en valeur. Il y a quand même, oui, surtout sur les marges de l'île de Montréal, des parties qui ont été urbanisées très tardivement ou dans certains cas pas du tout parce qu'ils sont passés de terre rurale à parc sans jamais être urbanisés. Là, il peut y avoir une transmission ininterrompue et véritable d'un nom de ruisseau qui est resté, c'est rare, mais ça arrive. Voilà. Bon. J'ai manqué le mot. Est-ce qu'il y a des frayères? Bon, ça dépasse ma zone de compétence. J'en ai pas entendu parler, mais ça peut vouloir dire tout simplement que je ne sais pas. Donc, je dirais que probablement que non, mais je ne suis pas certain. Question sur le lac aux Castors sur le Mont-Royal. Lac aux Castors, non, c'est une création des années 1930, mais c'était un lieu humide auparavant. Donc, ce n'était pas exactement un lac, mais ce n'était pas exactement pas un lac non plus. C'était un genre de marécage, c'est une sorte de creux, vraiment une sorte de bol avec, bon, il y a les pentes juste au-dessus, donc il y a cette même carte topographique des années 1860 montre plusieurs canaux de drainage en fait, qui passent à travers cette zone juste proche. Et puis, bon, le lieu lui-même c'est comme les étangs du parc La Fontaine. C'était un problème pour le parc parce que c'était trop humide et pas agréable pour les promeneurs. Alors, finalement, dans les années 30, on a embauché le
grand architecte paysagiste Frederick H. Todd pour faire un concept et on a profité des travaux anti-chômage pendant la crise des années 30 pour construire le lac de Castor. Je voulais ajouter juste une chose sur le lac à la Loutre. Ça, c'est un toponyme qui a causé beaucoup de problèmes parce que quelque part au 18e ou 19e siècle, on a commencé à transférer le nom de lac à la Loutre sur le lac que les Sulpiciens avaient appelé le lac Saint-Pierre. Alors, je soupçonne que le parc, aujourd'hui, il faudrait que je vérifie où ça se trouve, mais probablement qu'ils l'ont mis au bon endroit. Mais pendant très longtemps, on a pensé que le lac à la Loutre était le lac en bas de la falaise où se trouve l'autoroute 20, ce qui n'est pas le cas. Parce que quand on regarde les documents du 17e, on voit très clairement que le lac à la Loutre était plutôt situé du côté du marché Atwater, tandis que le lac Saint-Pierre, c'est le long de la mer. Voilà. OK, prochaine question. Bon. C'est un commentaire. Et il y a des travailleurs dans le domaine de la construction. Et lui, il est convaincu de l'assèchement de l'argile dans l'est du plateau. C'est qu'on avait parlé des infrastructures. Avant, il y avait des fuites jusqu'à 40% du flux d'eau. Et là, c'est comme, là, il y a un assèchement qui peut être causé par la réparation des infrastructures. Oh. Alors, parce qu'il y a beaucoup de curtage dans la Alors, je ne sais pas si peut-être on faisait un jour OK. Commentaire intéressant sur... enfin, il y a des parties de l'île de Montréal, dont certaines parties du plateau, où on a beaucoup d'argile. Et le problème avec l'argile, c'est que quand c'est humide et quand c'est sec, son volume est différent et ses caractéristiques sont différentes. Et si on construit dans de l'argile humide, alors on a des problèmes d'effondrement quand ça sèche. Et jusqu'à il y a 20-30 ans, le réseau d'aqueducs de Montréal était plein de fuites. Alors, on disait que 40% de l'eau du système d'aqueduc était perdue par des fuites, mais son époux dit justement que ça permettait de garder l'argile humide. Et donc, maintenant qu'on a réparé le système de distribution d'eau, on a un problème d'assèchement d'argile. Et puis, peut-être au moment si on n'avait pas encore complètement fait disparaître les ruisseaux au moment où les maisons étaient construites, peut-être que l'argile était naturellement irriguée et maintenant on a tout perdu, on a des problèmes de structure. Intéressant. Je ne sais pas, mais ça a l'air plausible et intéressant. Je sais qu'en 2020, il y a eu une sécheresse comme ce qui pose C'est vrai. la scène verte est un excellent programme. C'est sur la sécheresse de l'été. Ça, Et nous, on est sur c'est- Pour compléter, il y a un architecte qui a inventé le système, c'est un bassin, c'est des bassins qui ramassent l'eau et avec une série de tuyaux qui utilise l'argile en dessous du sol OK, continuellement. intéressant. Ça règle. Est-ce que oui, c'est ça parce que Est-ce qu'il y avait plusieurs familles le long des ruisseaux? Est-ce qu'il y avait plusieurs tanneries le long des ruisseaux? Oui, au 18e siècle, il y avait plusieurs tanneries autour de Montréal et il y a 3 emplacements principaux pour les tanneries. D'abord, donc, le ruisseau Glen entre Westmount et Saint-Henri, qui est un affluent, en fait, de la rivière Saint-Pierre. Ça, c'était le premier endroit d'exploitation de tannerie. Deuxième endroit d'exploitation de tannerie, c'était sur la montagne, justement, là où se trouve aujourd'hui le cimetière Mont-Royal. Troisième emplacement, c'était chez nous, Métro Laurier. Et quatrième emplacement, c'était l'autre ruisseau qui descend de la montagne à travers Côte-des-Neiges et qui se jette dans la rivière des Prairies. Et finalement, c'est le quatrième emplacement qui a été le plus productif et qui est resté un secteur des tanneries plus longtemps.
Donc, les teneurs de la montagne ont plus ou moins arrêté à peu près en même temps que la conquête, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas survécus longtemps à la conquête. Dans le Myland, ça a duré, encore une fois, pas beaucoup plus longtemps que la fin du 18e siècle. Au début du 19e, tout le monde a changé pour l'exploitation de pierre grise. Mais aux tanneries de Saint-Henri et surtout côté neige, on a poursuivi l'activité plus longtemps. Et dans les 4 cas, c'est très clairement associé à la présence de l'Oussouri. Oh, OK, le pont Jacques-Cartier est dévié de sa ligne d'arrivée prévue d'origine, pas à cause d'une tannerie, mais à cause d'une usine de savon. Un gros édifice de 8-10 étages construit au début du 20e siècle. Et il était assez neuf au moment où le pont voulait passer. Puis le monsieur en question, monsieur Barcel, oui, c'est un Barcelou qui était un descendant d'une vieille famille de tanneurs, mais qui n'était pas tanneur lui-même et qui avait juste une usine moderne et ne voulait pas démolir son bâtiment après si peu d'années. Une dernière question? Quand on prend la piste cyclable vers le marché à Water, à un moment donné, on traverse un petit pont. Oui. Ça, OK. Oui, l'emplacement juste à l'est du marché à Water où la piste cyclable passe sur un pont au-dessus d'une sorte de cours d'eau en diagonale. Ce n'est pas un cours d'eau naturel, c'est le cours d'origine du canal de la Chine tel que construit en 1821-25. Et puis, quand on a reconstruit le canal de la Chine à partir de 1845 à peu près, à cet emplacement-là, on a fait un raccourci. En fait, il y avait de la confusion dans les années 1820 sur la destination du canal. Est-ce qu'il allait déboucher là où il débouche actuellement à l'ouest du port de Montréal ou est-ce qu'il allait contourner la ville pour se déboucher plutôt vers la rue Papineau? Et donc, cet emplacement-là, c'est justement un peu, il y a une sorte de flottement entre les parcours, puis le canal faisait un détour comme ça. Et puis, donc, dans les années 1840, ils ont fait le raccourci. Et puis, le petit bout qui restait a quand même été recyclé comme zone d'usine à propulsion hydraulique. C'était l'endroit du St. Gabriel Hydraulic Company. Et donc, c'était un endroit fondamental pour la naissance et la prolifération des industries le long du canal de la Chine. Et puis après, c'est tombé complètement en désuétude et aujourd'hui, on ne reconnaît rien. Mais voilà. Mais ce n'est pas naturel, pas du tout. Merci beaucoup.